Alors justement, on vous aide, on est pratique dans Intégral Placement pour savoir où investir. Encore faut-il comprendre d'où l'on vient, d'où vient l'immobilier, l'histoire de l'immobilier pour déceler un potentiel de valorisation future. Encore faut-il savoir d'où viennent les paysages, les quartiers dans lesquels on investit, puis d'où viennent aussi ces intermédiaires par lesquels on passe parfois pour acheter ou pour vendre. Nicolas Pécourt est avec nous, bonjour. Bonjour. Nicolas Pécourt pour le Crédit Foncier. Alors c'est vrai, les villes sont le fruit à la fois du marché, mais aussi des personnages historiques qui les ont façonnés. Et il en va de même pour les agences immobilières par lesquelles on passe encore souvent pour acheter ou vendre un bien. Vous allez nous faire découvrir 3 personnalités cette semaine. D'abord, cette première question quand même. La profession d'agent immobilier, elle est récente ? Alors la profession d'agence immobilier, elle est aussi ancienne finalement que la propriété immobilière. On sait que des scribes égyptiens, par exemple, percevaient des loyers pour les pharaons. On a trouvé également des traces de transactions immobilières à Babylone, en Perse. Mais en réalité, pour qu'il y ait des transactions immobilières susceptibles d'être intermédiaires, encore faut-il qu'il y ait des propriétaires et des propriétés. Et en fait, en France, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on a relativement peu de transactions immobilières. C'est l'historien Patrice de Montcamp qui rappelle que le 13 juillet 1789, donc on est à la veille du 14 juillet, et bien simplement, seulement 10% du parc immobilier parisien était détenu par des bourgeois. Le reste, c'était le clergé ou l'aristocratie. Donc on voit bien, on a peu de transactions immobilières, et donc il va falloir attendre la Révolution française, le Premier Empire avec le Code civil qui vont sacraliser la notion de propriété, l'urbanisation, le développement au 19e siècle pour voir apparaître les premières agences immobilières. Voilà, ça c'est en France, mais vous le disiez, à l'échelle du monde, c'est un vieux métier, que le métier d'agent immobilier, l'un des plus vieux métiers du monde. Vous nous disiez, on en a des traces dans l'Égypte ancienne. Exactement. Je vois Cédric qui trouve l'image étonnante. Alors justement, la première agence immobilière en France, on la doit à un Anglais, un certain John Arthur. C'est la première personnalité à retenir quand on parle d'agence immobilière en France ? Exactement. Alors, les Britanniques, on le sait, ont toujours aimé venir en villégiature en France, voire y séjourner. Et les Britanniques, si on revient à la Révolution française, pendant les soubresauts de la Révolution française, puis après pendant le blocus continental organisé par Napoléon, ils vont avoir pendant quelques décennies un petit peu de mal à venir en France. Et puis arrive la Restauration, on est en 1814, et donc les Britanniques reviennent en France, et un de leurs compatriotes, donc un sujet de Sa Majesté britannique, un certain John Arthur, va décider de les aider. Et John Arthur, c'est un personnage qui a fait pas mal de métiers. C'était au départ un négociant en vin, il a été agent de change, il a également été loueur de véhicules à chevaux, et donc il va décider donc d'aider à trouver des logements à ses compatriotes britanniques. Et alors, il n'est pas le seul à faire ce métier-là, mais là où c'est assez original, c'est que en 1818, c'est le premier à décider en fait d'avoir pignon sur rue, et donc de créer la première agence immobilière à Paris, pas n'importe où, rue de Castiglione. On est entre les Tuileries et la place Vendôme, donc c'est pas n'importe où. Et c'est un Anglais, donc c'est à un Anglais qu'on le doit. Et c'est un Anglais qu'on le doit, et donc ensuite, son affaire va prospérer. On va avoir au cours du 19e siècle la création des banques. Crédit Foncier, par exemple, 1852, tout à fait par exemple, mais le développement des transports ferroviaires, et donc tout ça va concourir donc au développement de cette agence. Et même John Arthur, donc c'est John Arthur, et même donc l'historien Alain Decaux cite John Arthur. Il dit à Paris, depuis le début de la Restauration jusqu'au début de la Troisième République, il n'est pas un Parisien qui n'ait connu John Arthur. Il est mêlé à toutes les visites de rois, d'empereurs, de princes héritiers. Je cite Alain Decaux. Donc c'est effectivement un personnage important, et c'est un Anglais. Voilà, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, si vous aimez votre agent immobilier, les agences immobilières, eh bien c'est à John Arthur, à un Anglais que vous le devez. Comme par hasard, c'est un Anglais. Ça va améliorer leur carte. Après John Arthur, un deuxième personnage a marqué justement l'épopée des agences immobilières en France. Alors on va rester rue de Castiglione, toujours dans la même agence, mais cette fois-ci on se projette sur la deuxième moitié du 19e siècle, et c'est un des successeurs de John Arthur, William Henry Tiffin, qui continue à développer l'agence, mais surtout a une idée à l'époque tout à fait innovante, c'est qu'il va créer le premier journal d'annonces immobilières. Donc on est en 1884, ça n'existait pas jusqu'alors. Mais ça veut dire qu'avant, Nicolas, fallait aller à l'agence de John Arthur, physiquement. Exactement, donc là, il va donc créer ce premier journal d'annonces immobilières, et donc à partir de 1884, c'est un journal d'ailleurs je crois qui va durer jusqu'en 1924, vous y trouverez toutes les agences pour des biens à louer, à vendre, classés par catégorie, par
arrondissement. Et quelque part, c'est pour ça que je l'ai choisi comme deuxième personnage emblématique, c'est qu'on connaît l'importance de la publicité pour la transaction immobilière. Et en ce sens, William Henry Tiffen donc, a ouvert la voie à la publicité immobilière. Et on en sait aujourd'hui encore... précurseur de PAP et de se loger. On en sait encore aujourd'hui toute l'importance. Exactement. Encore un anglais, hein. Son nom indique qu'a priori, il ne serait pas d'origine française. Oui, c'est ça. Donc, premier journal d'annonce immobilière, première agence physique, vous le disiez aussi. Tout cela à la fin du 19e siècle. Donc, on a tout cet écosystème nécessaire à la création d'un véritable marché immobilier et de la profession d'agent immobilier. Alors, on a un écosystème qui se met en marche, mais en réalité, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les agences immobilières vont se mettre en place très progressivement. Et on peut dire que jusqu'en 1945, c'est essentiellement les notaires qui font office d'agents immobiliers dans les transactions entre particuliers. Bon, vous allez nous dire si aujourd'hui les agences immobilières ont encore de l'avenir aussi. On est pratique. Je vais vous dire, elles ont beaucoup d'avenir. Elles ont beaucoup d'avenir. Vous allez nous l'expliquer dans un instant. Juste, il y avait un troisième personnage auquel il fallait absolument qu'on fasse référence pour évoquer ces agences immobilières et la façon dont ce métier s'est construit. Pourquoi on a ce qu'on a aujourd'hui en France? Pourquoi les intermédiaires que sont les agents immobiliers sont ce qu'ils sont aujourd'hui? Alors le troisième personnage, son nom ne semble pas être d'origine britannique. C'est un monsieur qui s'appelle Marcel Arnoux, qui est né à la fin du 19e siècle à Épinal, dans les Vosges. Donc c'est pas sur la perfide, c'est pas chez nos amis britanniques. Il a failli dire perfide. Albion. Ouais. Et en l'occurrence, Marcel Arnoux, il a deux métiers. Il a été homme politique, il a été, je crois, député pendant 2 ans des Vosges, mais surtout il est agent immobilier. Et c'est à lui que l'on doit en 1946 la création de la FNAIM, et c'est un événement qui est important. Alléluia, la FNAIM est arrivée. Ouais. Exactement, mais la FNAIM est arrivée, et si je l'ai retenu, c'est pour 2 choses. C'est que d'abord, c'est à lui qu'on doit la fédération, donc le fait de fédérer l'ensemble des agents immobiliers, mais c'est aussi à lui qu'on doit, et c'est assez essentiel, et c'est un rôle qu'a toujours joué la FNAIM, de Marcel Arnoux à aujourd'hui Jean-François Buet, ou demain Jean-Marc Torolion, c'est que la FNAIM a fait en sorte d'organiser également un code professionnel. Oui. Et c'est à la FNAIM qu'on doit songer, par exemple, qu'en 1953, c'est tout à fait innovant, la FNAIM va mettre des cours par correspondance pour les agents immobiliers. Elle va également exiger qu'ils aient des formations juridiques. Elle va professionnaliser le métier. Elle va professionnaliser le métier, elle va l'organiser. Et c'est quelque chose qui est essentiel et qui est assez remarquable, parce que finalement, la première loi sur le métier d'agence immobilière ne date que la promulgation, c'est le 2 janvier 1970. C'est la fameuse loi Hoguet. Ouais. Et on voit le rôle tout à fait important, précurseur, qu'a joué la FNAIM. Ouais. Et ce rôle, elle poursuit, elle continue de le jouer encore aujourd'hui, bien évidemment. La FNAIM existe toujours et reste extrêmement influente. C'est aussi à ce moment-là, à cette époque-là, les années 60-70, que sont apparus les premiers réseaux immobiliers, les Guy Hockey, les Orpi, les Century 21, auxquels on doit se confronter aujourd'hui et auxquels on paye une commission quand on réalise une opération immobilière. Alors, c'est effectivement dans les années 70. On va commencer en 65, en fait. C'est 4 agents immobiliers de la région parisienne qui décident de créer une marque commune. C'est Orpi. Et surtout, c'est la première Orpi. C'est la première. Et surtout, là aussi, on est dans l'innovation, parce qu'ils vont décider de créer un fichier client commun. Et puis ensuite, on va avoir le développement de Foncière en 1972, de Guy Hockey en 1991, de Laforêt 1991, ensuite de Guy Hockey, l'adresse en 1999. Et puis on va avoir aussi les réseaux internationaux. Songez qu'en 1987, donc c'est juste il y a 30 ans, un agent immobilier de Seine-et-Marne décide de signer un accord de franchise avec Century 21 États-Unis, et donc va donner naissance à Century 21 France. On aura également ERA France quelques années plus tard, et donc tout ce maillage de cette construction de réseau donc se fait depuis 30-40 ans. Century 21, l'une des plus récentes, l'un des réseaux les plus récents en France, mais le plus influent aujourd'hui, Marie, c'est la plus grosse agence. Alors en France, non, en France, Orpi est leader. Exactement. En France, Orpi est leader. D'accord. Est-ce qu'elles ont de l'avenir, ces agences-là? Voilà, on est maintenant en 2017. Les Anglais ne sont plus les rois des agences immobilières. On a bien compris qu'on a nos propres réseaux français, la FNAIM, tout cela est bien organisé, professionnalisé. Est-ce que c'est on est néanmoins encore de l'avenir, alors qu'on a une concurrence digitale, des offres beaucoup plus attractives qui poussent de tous les côtés? Alors, les Anglais ont toujours de l'avenir. Non, trêve de plaisanterie, quand on regarde les transactions immobilières réalisées par les non-résidents en France, c'est assez remarquable. La moitié d'entre elles sont réalisées par une seule nationalité, ce sont les Britanniques. Je reviens aux agences immobilières. Oui, les agences immobilières ont très bel avenir devant elles. J'en veux pour preuve la part aujourd'hui qu'elles ont dans les transactions immobilières. Aujourd'hui, on est à 70% de transactions immobilières qui sont intermédiées
par les agences immobilières. On était à 60% au début des années 2000. Ah oui. Et si effectivement cette part progresse, c'est qu'elles apportent un service. Alors tout à l'heure, Guillaume, vous me disiez, finalement, dans un monde digital, pourquoi aurait-elle un avenir? Tout simplement parce que ça coûte cher quand même, la commission. Non, maintenant, des offres digitales beaucoup moins chères, des services vachement plus interactifs. Et puis on a des sites qui se créent justement pour ne payer plus. On a des sites qui se créent, mais par contre, et c'est vrai de l'immobilier comme d'autres secteurs, quelque part, le digital s'accompagne certes d'une plus grande proximité entre le vendeur et le consommateur, mais il s'accompagne également d'une profusion d'offres, des offres qui émanent de multiples opérateurs et donc de la nécessité de conseils. Vous rajoutez à ça dans l'immobilier également une forte évolution de la réglementation. Ouais. Et je pense que jamais le consommateur n'a eu autant besoin de conseils, ce qui justifie tout à fait le rôle des agents immobiliers et ce qui leur promet un bel avenir dans les prochaines années. On rappelle que vous ne travaillez pas pour la FNAIM, mais pour le Crédit Foncier. Je travaille pour le Crédit Foncier. Nicolas Pécourt, merci Nicolas pour cette fresque historique des agences immobilières. C'est toujours important de savoir aussi d'où l'on vient pour comprendre comment ça marche. Exactement, et où on va. Exactement. Merci Marie aussi. À demain pour de nouvelles aventures et en suivant bien sûr l'évolution de la loi logement. Tous les jours on en apprend de belles. À demain. Le CAC 40, très léger reflux.